Lorsque le soleil se couche et que vous levez la tête, que voyez-vous? Dans une nuit noire, vous découvrez alors à l'œil nu les astres de notre univers. Experiencing the real night when you have just starlight or moonlight. It's just a really wonderful experience. This feeling, it's so pure that people can remember it for many years. Pour beaucoup d'entre nous, cette expérience n'est plus qu'un lointain souvenir. Notre planète vue de l'espace révèle le fléau de notre lumière artificielle. Et d'ici 2050, il est possible que nous vivions tous dans un monde sans étoiles. Artificial lighting has in fact whitewashed the sky and erased the constellations from our view. It is hard to go someplace where in fact you don't have any light pollution. Les astronomes se battent contre la marée de lumière, mais les lieux d'observation du ciel pur disparaissent. Basically means we're losing science. We lose the ability to observe faint objects. But it's not just observatories that are affected. Everybody is affected and we all lose that connection with the night sky. Pour la moitié de l'humanité, la nuit n'existe déjà plus. Et les conséquences pour l'homme et pour les animaux peuvent être fatales. La nuit, c'est un habitat. Du moment où on répand de la lumière dans cet espace naturel, on le fait disparaître comme on couperait des arbres. Mais il n'est pas trop tard. Une mobilisation mondiale est possible pour, ensemble, rallumer nos étoiles. Under the Milky Way in a summer night, you see pitch black, dark sky. The patterns of the Milky Way is visible, and you feel that you're connected to the Earth and the universe at the same time. You're connected to the past and future at the same time. The sounds of nature that we are hearing at the moment, it's so unique at night. It's alone, you're alone, and this feeling, it's so pure that people can remember it for many years. Babak Tafreshi contemple le ciel depuis son enfance, en Iran. Il en a fait son métier et a créé le programme The World at Night. Avec 40 autres photographes venant de 25 pays, il parcourt le monde pour partager cette magie avec le plus grand nombre. A typical The World at Night photographer, when it's on a project to reveal the beauties of the night sky from a place, look for iconic landmarks, because that's the key to reconnect people with this part of the world. We try to show the images that the night sky is not only a laboratory to astronomers, but beyond that, it's part of our environment. Completely unnecessary light. It's on top of a tower in order to show where is the top of the tower. Last time I was there, only a couple of years ago, it was completely dark. But now the photography of the night sky from there becomes very difficult. Los Angeles, à seulement quelques centaines de kilomètres. Ici, les millions de points lumineux ne viennent pas du ciel, mais du sol. Et depuis l'observatoire de Griffith, la voûte céleste a disparu de l'horizon. You know, not much more than 100 years ago, maybe 125 years ago, anybody could go outside and look up in the sky and see a magnificent display of all of the stars visible to the unaided eye. The brilliance of the night sky was within reach of everyone.
artificial lighting has in fact whitewashed the sky and erased the constellations from our view. And I'm convinced that by being divorced from the night sky, we're all at a loss for some of the things that would lift our spirits and of course expand our imaginations. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 vivent sans voir le ciel étoilé. Et les plus citadins d'entre nous ne savent même plus à quoi il ressemble. On January 17th, 1994, at 4:31 in the morning, there was a major earthquake in the San Fernando Valley. The earthquake had knocked out all of the city lights of Los Angeles, and everybody ran out of their houses and they saw the stars. They hadn't seen them before, and they were astonished and wondered what in the world was going on. That's how bad it's gotten. Et le problème s'aggrave. En seulement 20 ans, le nombre de points d'éclairage dans les pays développés a presque doublé. Progressivement, l'obscurité disparaît, et ce, même dans les recoins de la planète les plus isolés. It's very clear that light pollution has become catastrophic in the areas that were normally able to enjoy a night sky. You can go far from a city and yet look off in the distance, maybe 100 miles away, and the glow of those city lights is penetrating above the horizon into the sky. It is hard to go someplace where, in fact, you don't have any light pollution. Les lumières humaines, plus intenses que celles de nos astres, masquent le cosmos. Dans ces conditions, l'observation du ciel profond et de ces galaxies lointaines est presque impossible. Les astronomes sont les premières victimes du désastre. L'organisation Las Cumbres, ou LCO, est un réseau de 25 télescopes répartis autour du globe et opérés à distance depuis la Californie. C'est de là-bas que Rachel Street étudie les exoplanètes, aux confins de notre galaxie. The thing that makes LCO unique is the fact it is dynamically scheduled and on a purely robotic basis. That means that we can, as astronomers, request observation of any target that is visible in the night sky at any time and respond very quickly to new discoveries. So the filter wheel has been having trouble, so we've removed it. But this is the camera. Avec Annie Kirby, chef ingénieur, Rachel prépare le prochain appareil qui va être installé au Tibet, le plus loin possible de la civilisation. So right now we have a panel on each side. Pour cette organisation, c'est la meilleure façon de protéger leur métier. Mais malgré leurs efforts, l'espace disponible va bientôt manquer. There are observatories which have either had to relocate or are no longer functioning because they've simply been absorbed by the cities around them, and they can no longer function because they can literally no longer see the night sky. It basically means that the background sky appears so bright that we are unable to observe the fainter objects in the night sky. And that's particularly impactful as telescopes, even at very dark mountainous sites around the world, it basically means we're losing science. We lose the ability to observe faint objects. Scientifically, of course, it would be devastating for the field. And that has wider impacts for the rest of science because astronomy gives us the ability to test physics in environments we couldn't possibly do so on Earth. We can go to ever more increasingly remote sites, but firstly, we're running out of remote sites, and secondly, that cuts off the rest of human society from the night sky. Au cœur de la chaîne des Pyrénées, à près de 3000 mètres d'altitude, l'Observatoire du Pic du Midi de Bigorre lutte pour préserver son ciel. En 2009, une association d'astronomes décide de créer autour de ce lieu emblématique une réserve internationale de ciel étoilé. L'idée, venue du Canada, est simple. Il faut sanctuariser les espaces d'obscurité comme milieu naturel à protéger face à la progression de la lumière des villes. Nicolas Bourgeois, directeur adjoint du PIC, accompagne le projet. Pour lui, il est crucial de faire connaître le combat des astronomes au grand public. Quand les astronomes, au début du XXe siècle, ont commencé à tirer une sonnette d'alarme, ils ont été
pas écouté du tout, en fait, il faut l'avouer, et eux, ils se sont enfuis. Ils ont été chercher des déserts d'obscurité pour continuer d'observer. Pour Philippe Mathias, les réserves sont des barrages essentiels pour préserver son métier. Car sans ces observations, le monde se couperait de précieuses découvertes, essentielles à notre évolution. Les étoiles sont des laboratoires. L'humain, il a normalement la soif d'en apprendre toujours plus autour de lui. Et puis, ça nous permet de comprendre un peu mieux la physique, même des physiques qui peuvent exister sur Terre. Dans la nuit noire, on peut admirer à l'œil nu entre 6000 et 7000 étoiles. Pourtant, ces objets célestes sont les plus communs de l'univers. On estime qu'il en existerait 200 trilliards. Comme notre Soleil, une étoile est une boule de gaz, composée principalement d'hydrogène, qui se transforme en hélium. C'est cette transformation, réaction nucléaire permanente, qui crée de l'énergie et fait briller les étoiles. Les étudier nous permet d'analyser des phénomènes présents sur Terre. Un cas d'école sont les ondes de choc, qui sont un problème pour la propulsion des avions hypersoniques, par exemple. Et ces ondes de choc, on n'arrive pas à les reproduire en laboratoire. Et certaines étoiles possèdent de telles ondes de choc intenses. Et donc, en les étudiant, on peut arriver à se focaliser sur certains mécanismes qu'on n'arriverait pas à reproduire en laboratoire. Il y a tellement d'étoiles qu'on peut toujours trouver une étoile qui convient à notre étude. Le pic du Midi occupe une position géographique très particulière. Il est en avant de la chaîne des Pyrénées, il fait face à la plaine. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi pour y construire un observatoire. Et paradoxalement aujourd'hui, c'est sa position qui le met le plus en danger, c'est qu'il est en devant de la plaine. Et on voit cette pollution lumineuse augmenter et elle est comme un flot, une marée montante qui viendrait tout doucement englober le pic du Midi. Ici, on a vu émerger le phénomène et on peut même voir le halo de lumière de la ville de Barcelone. Ça a plusieurs centaines de kilomètres de portée. Au bout d'un moment, la pollution lumineuse va devenir une vraie barrière physique à ces possibilités d'aller explorer plus largement. Donc c'est ça qu'on est venu vraiment protéger. Si cet effet de l'évolution humaine de vouloir éclairer à tout prix le ciel continue dans le mauvais sens, c'est sûr que tôt ou tard, on ne pourra plus observer depuis la Terre. La réserve poursuit ses efforts, mais du haut des montagnes, la menace de l'éclairage artificiel venu de la plaine paraît incontrôlable. En Allemagne, afin de comprendre comment l'humain en est arrivé là, Christopher Kiba cherche à quantifier cette lumière. When we look at the satellite image of Earth at night and we see these bright places, what is making up that light? The brightest places in the world are very often things like greenhouses or flares from places where we're extracting oil. When you look over larger areas, the things you see are typically cities. The one thing that almost all of these have in common is that they're connected to human beings. As the lights have become more and more efficient, instead of saving electricity, they become brighter and brighter and brighter. And at the same time, the human population is increasing and cities are becoming larger, so we're putting lights in more areas. Lorsqu'elles sont concentrées au même endroit, ces milliards d'ampoules forment des nappes de lumière. La nuit, ces cloches lumineuses enferment nos villes sous une couche orangée et créent un halo visible à des centaines de kilomètres. It's very easy to look around and see places where they're squandering the light. They're squandering electricity, they're squandering the resource of the fossil fuels that are being burned in order to make that light, all of which is unnecessary. An awful lot of times, the light that we put on buildings and on the streets and things actually blinds you by the way it's configured. Le soir, à Potsdam, dans la banlieue berlinoise, Christopher Kiba et sa fille Clara parcourent les rues de la ville et documentent les différentes sources de lumière qu'ils croisent. Another window up there, okay. All right. Le scientifique a lancé une application citoyenne où l'on peut noter les éclairages urbains installés en ville. Ils sont tous différents et présentent chacun des inconvénients spécifiques. So there's two street lamps, one here and one on the other side. Okay.
What kind is it? It's globe style? Yeah. All right. Color? Yellow. Yeah. And normal brightness? Yeah. Okay. And then how many were there, did you say? So there's 2 more street lights here. Okay. Then let's go on to the next one then. I especially work lately in trying to understand what is it that makes up this light that we see from space? What types of lights? Are they street lights? Are they advertising lightings? What are the types of lights? So it's sort of a random mix of what was installed at a different time. So it's really variable throughout the world in terms of what's installed. Anne-Marie Ducroux préside l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement. Selon elle, la pollution lumineuse est présente tout autour de nous. Nous ne l'avons simplement pas remarqué. On y réfléchit peu à notre environnement lumineux. On arrive à percevoir le bruit, mais finalement la lumière artificielle, on n'y prête pas beaucoup d'attention. Il faut bien sûr utiliser la lumière pour les services qu'elle peut nous rendre. Mais en revanche, on est au XXIe siècle, on doit traiter les enjeux du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous avons un énorme problème de changement climatique, de consommation énergétique, de biodiversité, de conditions de santé pour les humains qui sont trop exposés à la lumière artificielle, trop multi-exposés à tous les âges de la vie. Et la modernisation des luminaires va peut-être empirer la situation. On voit qu'il y a un véritable mouvement pour en fait transformer les éclairages actuels par une technologie qui est faite de composants électroniques et cette technologie des LED a des particularités. Une lumière se perçoit selon une température de couleur. Elle se mesure en Kelvin et définit si une lumière apparaît plutôt chaude ou plutôt froide. Une lumière dite chaude, comme celle des lampes à résistance ou au sodium, sera plus rouge. À l'inverse, une lumière froide rayonne dans les tons bleutés, proches de la lumière du jour. Les ampoules LED modernes consomment beaucoup moins d'énergie et peuvent être calibrées pour adopter toutes les couleurs du spectre. Mais les LED utilisées par défaut sont généralement celles les plus blanches, jugées plus efficaces. La composante bleue de ces LED se diffuse alors davantage dans l'atmosphère et provoque des halos 10 fois supérieurs à ceux de l'éclairage classique. LEDs are a very modern and interesting light source. And they offer a lot of new abilities that we didn't have before. Now, there's a bit of a trade-off here because sometimes the cooler lights have a little bit more efficiency in terms of how much light they produce per watt, but their environmental impact is also larger. The more blue the light is, typically the more animals and organisms it will impact. Les LED ont donc cette composante de bleu qui va avoir des effets notamment sur l'horloge biologique du vivant. Et c'est pour ça que finalement, on a des effets autant sur les humains que sur la biodiversité parce qu'on bouleverse cette horloge biologique. À Lyon, au centre de recherche en neurosciences de l'INSERM, une équipe de scientifiques cherche à prouver que la lumière s'est imposée dans nos nuits et a un impact sur notre santé. Claude Gronfier est chronobiologiste, spécialiste du sommeil. Il est à l'initiative de cette expérience inédite. On est en train de travailler sur les effets de la pollution lumineuse ou les effets de l'éclairage nocturne la nuit chez l'humain. Autant on sait que la lumière, la nuit, a des effets négatifs, délétères, autant la lumière qui provient de la ville n'a pas montré d'effets tout à fait bien quantifiés sur la santé. Pourquoi ? Parce que ça a été très peu étudié. Pendant 5 jours et 4 nuits, une vingtaine de personnes vont venir dans ce centre dédié à l'étude du sommeil pour dormir dans des niveaux d'obscurité variables. Grâce à ces électrodes réparties autour du crâne, le docteur Gronfier et son équipe internationale de doctorants vont surveiller toute une batterie de mesures physiologiques tout au long de la nuit, jusqu'au réveil. On va par exemple mesurer chaque heure les concentrations d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette hormone, c'est une hormone qui est sécrétée de manière rythmique, principalement la nuit. Ça démarre avant le coucher, ça se termine juste après le lever. Et cette hormone-là, c'est un indicateur de notre horloge interne. Elle nous indique l'heure interne. Et chez quelqu'un qui est bien calé aux 24 heures, qui a un sommeil de bonne qualité et qui se produit au bon moment, eh bien cette mélatonine, elle survient à des horaires très précis. On va la mesurer dans notre protocole de manière à voir si l'éclairage nocturne
va décaler, retarder ou avancer cette mélatonine, ce qui nous permettrait nous de dire, eh bien, si l'horloge est affectée par cette lumière nocturne, eh bien, les individus vont avoir des insomnies début de nuit ou bien des insomnies de fin de nuit. So she's on the cable, so then we have to detach it. Okay, no tension? Yeah, no Okay, good. How do you feel? It comfortable? Yes? Good. I hope we can see you fall asleep quickly. So we are going to wish you a good night, and we'll see you tomorrow. Lots of beautiful dreams, etc. So now we'll check the signals on the other side? Yes. Okay, let's go check the signal. Cette nuit, le sujet va dormir avec une veilleuse de faible intensité, mesurée à 2 lux. Et donc on s'intéresse à étudier des niveaux très faibles, qui sont des niveaux entre 0 lux et 20 lux. Donc 20 lux, c'est typiquement une lampe de chevet, une petite lampe de chevet dans sa chambre à coucher, avec des niveaux de lumière d'à peu près 1 à 2 lux, c'est-à-dire 1 à 2 bougies dans le noir à 1 mètre de son œil. Eh bien, il y a déjà des effets physiologiques chez l'humain, la nuit. Donc on pense en effet qu'il est tout à fait probable que l'exposition de la ville, l'exposition lumineuse qui provient de la ville la nuit, peut avoir des effets sur la physiologie. Tandis que la patiente s'endort progressivement, l'équipe commence son travail de surveillance. A little bit of movement if she was still that would have been... Yeah, that's fine. Yeah. And the OZ, of course, it's the one that's just in the back of the head. Totally at the back, yeah. So it's on the cushion, so it's fine. Subject seems fine, relaxed. Donc là, on a une polysomnographie de sommeil. Et la polysomnographie de sommeil, elle consiste à l'enregistrement de plusieurs signaux. Donc là, par exemple, en ce moment, on a un éveil du sujet qui se réveille. On se réveille tous entre 10 et 12 fois, 15 fois par nuit. La plupart du temps, on ne s'en souvient pas. Donc là, on voit l'électro-oculogramme. Donc on a 2 électro-oculogrammes qui détectent la présence des mouvements oculaires. On a aussi les électro-encéphalogrammes, donc l'activité cérébrale. On voit ici un électrocardiogramme, on a à peu près 1 battement par seconde. On a quelqu'un qui est très calme. Et donc ça, on le visualise pendant toute la nuit. L'un des objectifs de cette étude est de prouver que l'œil est plus sensible à la lumière qu'on ne le pensait auparavant. En 2002, on a découvert dans la rétine humaine un nouveau photorécepteur. Donc les photorécepteurs, ce sont les petites cellules qui tapissent la rétine et qui nous permettent de voir. Donc on a les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets nous permettent de voir le ciel étoilé et les cônes nous permettent de voir les couleurs. Et on a découvert en 2002 une nouvelle cellule qui, elle, n'est pas impliquée dans la vision, mais qui est le synchroniseur de l'horloge biologique. Ces cellules, dès lors qu'elles sont activées, en particulier par la lumière pendant la journée, eh bien, elles vont renseigner l'horloge biologique et vont la caler au bon moment. Les troubles du sommeil peuvent avoir des conséquences désastreuses sur notre santé. En décalant notre cycle biologique, nous déréglons notre corps, ce qui altère notre réactivité au quotidien et favorise la dépression. Mais mal dormir peut aussi mener à une augmentation du risque d'obésité, de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires, d'infarctus du myocarde et d'AVC, et même de cancer. Au réveil, les participants de l'expérience testent leur réactivité et répondent à un questionnaire complet sur la qualité de leur sommeil. So this is your question. L'étude de Claude Gronfier vient à peine de commencer. Good. Yeah, good. Good. Yeah, comfortable. Mais bientôt, il espère présenter des résultats tangibles pour établir des recommandations de santé publique et améliorer notre hygiène de lumière. Donc dans les 2 heures ou dans l'heure qui précède le coucher, on éteint les écrans et on met en place, pour ceux qui nous disent « je ne suis pas capable de le faire, je ne vais jamais y arriver », en fait ils sont tout à fait capables de le faire, mais il faut remplacer. Là on va remplacer par un bouquin, on va remplacer par des activités qui sont calmes et qui sont faites dans des niveaux de lumière faibles et idéalement des lumières orangées. In terms of the health effects on human beings, people who are most affected are the people who have to do shift work. But all of us, to some extent, are shift workers now because about 80% of people need an alarm clock to get up in the morning. And that means that we're not sleeping our full natural amount of sleep.
Si déjà l'humain lui-même n'a pas conscience qu'il s'est totalement détaché par la lumière de son rapport à la nature, il occulte de facto même sa compréhension et sa connaissance de tout l'impact qu'il va y avoir sur la biodiversité. La nuit, au-delà d'un temps entre le coucher et le lever du soleil, c'est un habitat. La nuit est un espace naturel. Du moment où on répand de la lumière dans cet espace naturel, on le fait disparaître comme on couperait des arbres. Dans le parc national des Pyrénées, il existe des lieux encore protégés de la pollution humaine. Sur ce chemin de randonnée, les plantes, abritées par l'ombre de la forêt, s'épanouissent et forment un écosystème complet très fragile. On est dans une zone qui vit sur un rythme naturel d'alternance jour-nuit. Et ça, c'est important parce que depuis que la vie existe sur la Terre, elle s'est construite avec cette alternance jour-nuit. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 30% des vertébrés et 65% des invertébrés, c'est-à-dire insectes pour faire court, qui vivent la nuit. Donc, ils ont absolument besoin de cette nuit pour pouvoir faire tout leur cycle normal de vie, qui comprend la reproduction, le nourrissage, la recherche de l'alimentation, etc., etc. Cette nature, Olivier Jupil et Marc Campin l'étudient et la protègent au quotidien. Ils sont gardes de ce secteur du parc national, au-dessus de la ville de Cauterets. Sur le terrain, ils collectent les informations sur la faune, la flore et le climat. C'est incroyable de pouvoir avoir comme ça des arbres morts qui restent et qu'on n'exploite pas, qu'on n'enlève pas, c'est une richesse pour la forêt. Il y en a quelques beaux spécimens d'arbres morts debout aussi. Oui. La biodiversité, il faut imaginer ça un peu comme une chaîne composée de plein de maillons. Et les maillons, ils sont ensemble, ils sont solidaires les uns des autres. Mais ce qu'on constate, c'est que depuis plusieurs décennies, notamment à cause des activités humaines, certaines activités humaines, on est en train de déstructurer l'ensemble de cette chaîne que forme la biodiversité. Et donc, par exemple, ce dont on s'est rendu compte au travers de la pollution lumineuse, c'est qu'un certain nombre d'espèces végétales vont être désynchronisées du point de vue de leur cycle naturel, biologique. C'est-à-dire que les fleurs vont apparaître à des moments qui ne sont pas forcément en relation avec l'insecte qui est censé polliniser la fleur. Et donc l'arbre va être en fleur, la fleur va dépérir, et l'insecte va arriver un petit peu après, mais il n'y aura plus que la feuille. Je vais le laisser accrocher derrière, tu vois, il s'en sert de camouflage. Hop, je le laisse sous sa feuille. Marc et Olivier surveillent également le bien-être des animaux de la zone. Une colonie de chauves-souris s'est installée en surplomb de la ville, dans une bâtisse abandonnée, près d'une source chaude. À la nuit tombée, elles pourront sortir se nourrir, sans être dérangées par notre présence. Regardez, alors là, c'est des petits rhinolophes. Il peut y avoir de la pipistrelle. C'est impressionnant. Elles ont cette capacité de s'adapter près de l'homme, mais je pense que la lumière, notamment des lumières de rue ou qui vont attirer les insectes, vont les concentrer sur les lieux de chasse et modifier complètement leurs mœurs. Et la lumière peut les gêner, comme nous quand on va rouler de nuit et qu'on va se retrouver avec une voiture plein phare. Donc il y a cet effet déjà d'éblouissement, d'aveuglement qui peuvent les perturber. Donc on préfère redonner à la nuit toute son obscurité, toute sa pénombre, pour qu'elles puissent chasser grâce à leur système d'écolocation et de pouvoir vivre de manière beaucoup plus naturelle. Au travers de nos observations, de ce qu'on note sur le terrain, des problématiques qui sont les nôtres, on est plusieurs parcs nationaux à former un collectif de manière à pouvoir solliciter le monde de la recherche en leur disant voilà, nous on a une problématique, on aimerait que vous puissiez travailler avec nous sur ça, de manière à ce qu'on comprenne mieux comment ça se passe et que demain on ait des solutions concrètes à proposer aux collectivités notamment qui ont en charge l'éclairage public. En frontière du parc national, la ville de Cauterets fait partie de la réserve de ciel étoilé et a entrepris un travail de modernisation de son éclairage.
mais les lampadaires de certains quartiers doivent encore être déplacés. Piégé par la lumière artificielle, cet arbre est éclairé en permanence, sans possibilité de repos nocturne. Tu vois, typiquement, je suis curieux de savoir comment il fait pour se reposer, cet arbre. Parce que voilà, il est tout le temps éclairé en fait. Donc là, le jour, il fait de la photosynthèse et la nuit, il fait de la photosynthèse. Quand l'automne arrivera, l'arbre, stressé, ne recevra pas les bons signaux naturels lui permettant de perdre ses feuilles. Son horloge saisonnière est complètement désynchronisée. Le chemin va encore être long pour qu'on comprenne vraiment tout l'impact que cette lumière peut avoir, notamment sur les espèces végétales. C'est un grand domaine d'investigation qu'il va falloir qu'on creuse à l'avenir, de manière à apporter des éléments factuels et tangibles. J'espère que bientôt on pourra mettre tout ça en marche pour qu'on rallume les étoiles et que la forêt s'éteigne. En Floride, à 200 km d'Orlando, le groupe de conservation des tortues marines arpente la plage. Depuis 10 ans, celui-ci travaille à la transformation des éclairages privés des bâtiments, avec l'objectif d'obscurcir le plus possible la côte. We got the string lights right here on this balcony and the ceiling fan light. They'll need to be removed. Hey, Emily, yeah, can you get these separately? Because we're going to have them remove these right here, these three. Can you get a photo of these pathway lights separately? I don't know if you noticed too, the poles on the sides, they're like all splitting at the top. So those poles have been there a while. He did say they were old, so we'll probably need to replace them. I was just gonna walk this direction and get a photo going in from the beach so that we have it from front and both sides. Okay. Grâce à un financement de l'État de Floride, les 4 activistes évaluent l'ensemble de la propriété et identifient les lumières problématiques. Six inches, south facing. Elles proposent ensuite aux gestionnaires un nouveau plan d'éclairage complet adapté à leurs besoins. L'organisation finance tout le remplacement jusqu'à l'installation. We'll probably need to replace all your poles around the pool. Okay. The ones next to the pool look like they're kind of starting to shred at the top. So we want to make sure we get you something that's gonna hold a fixture. Would you be open to a bollard? What's a ballard? A bollard is about this high on your waist, and basically it's just lower to the ground, which is better for sea turtles. Yeah, if you can give us both options so we can see what they want to do with that. Okay, perfect. La propriétaire s'est engagée à appliquer ces modifications dès que possible. Il est pour elle crucial de protéger les tortues marines qui viennent pondre chaque année sur les plages de Floride. C'est ici que naît la plus grande population de tortues marines kawan au monde. Cette espèce est menacée, non seulement par les filets de pêche, mais aussi par notre lumière. Entre mai et juillet, la femelle kawan sort de l'eau pour aller creuser un nid ou pondre ses œufs. La lumière peut lui faire peur et la dissuader de sortir de l'eau. Adults, females, it may just deter them from nesting on beaches, so they may just go somewhere else, or even in worst case scenario, they could dump their eggs in the ocean versus being able to lay them in the sand. 2 mois et demi plus tard, les nouveau-nés percent leurs coquilles et s'engagent vers la mer. Seuls les plus vaillants survivent à ce dangereux trajet. Et pour échapper aux prédateurs, les petits sortent une fois la nuit tombée. Ils se dirigent grâce à la lumière de la lune et des étoiles qui se reflètent sur les vagues. La présence de lumières artificielles les encourage à partir dans la mauvaise direction, et les conséquences sont souvent fatales. Hatch and sea turtles, when they come up and emerge from their nest, rather than going towards the ocean and the brightest horizon, they can become disoriented and go towards a property, which can lead them into pools, elevator shafts in some instances, into roadways. It can cause them to become exhausted, and it can lead to their death, ultimately. Lorsqu'une propriété accepte les modifications, elle installe ensuite les nouveaux éclairages sur sa portion de front de mer. Rachel et son équipe sont venues évaluer ces nouveaux luminaires, mieux adaptés pour cohabiter avec les tortues marines. They're doing a good job in terms of shielding the lights.
Sea turtle lighting, there's 3 rules. The first is to keep it low, which means actually keeping the fixtures low to the ground so they're less visible from the beach. It also refers to using lower wattages and lumens and using just the light that you actually need for the purpose. The second rule is to keep it shielded, which means physically shielding the light source so you can't see that light source from the beach, and it directs the light downward to the ground where it needs to be. La troisième règle est d'utiliser une température de couleur la plus basse possible, dans les tons très rouges. Lorsque ces règles sont appliquées, la lumière mesurée depuis la plage baisse de 90%. Retrofitting definitely works. Since we've retrofitted, we've still seen a lot of nests come in front of these properties, and after the retrofit, you're not seeing these disorientations happening there anymore. En 10 ans, le groupe a rénové 230 propriétés et a ramené la nuit sur presque 50 km de plage. Les tortues ont déjà commencé à revenir, et Rachel espère que son travail leur permettra de se réinstaller durablement sur les plages de Clearwater. Long term, we'd really just like to see sea turtles having a better, darker nesting habitat, so they have a better place to nest and a better place to emerge and start their lives. They're a great keystone species in the environment, and they're a great way to know how other species are doing. Par sa fragilité, la tortue marine est devenue l'animal emblématique de l'impact de la pollution lumineuse sur le vivant. Mais à cause de la lumière de nos villes, nous risquons de voir s'effondrer un pan entier de la biodiversité. À New York, la ville la plus densément peuplée d'Amérique, on estime que jusqu'à 230 000 oiseaux meurent tous les ans de désorientation à cause de nos éclairages. Kevin Burgio est ornithologue et directeur de la conservation à l'association Audubon. Il lutte contre les conséquences dramatiques de cette lumière au quotidien. Point source light it sucks birds in like a magnet. And when birds come into that, they can collide with one another, they can collide in the buildings. It takes them away from their normal path. And we find that there's more birds in urban areas than the surrounding darker areas because they're attracted to the light at night. So once it brings them into the city, they're more likely to fly into buildings the next day. So it's kind of like drawing them into a trap. Le problème, c'est qu'une large majorité de ces oiseaux sont migrateurs. Chaque hiver, ils quittent le nord où ils avaient passé l'été pour rejoindre les Caraïbes. Ils utilisent des couloirs de migration et se repèrent grâce aux étoiles qui leur servent de carte naturelle vers leur destination. Le rayonnement de nos villes les dévie de leur course naturelle et peut provoquer l'effondrement complet d'une espèce. There's hundreds of millions of birds migrating during migration season. And just the tribute in light is estimated in a 7-year period affected 1.1 million birds. Chaque année, au 11 septembre, 2 faisceaux lumineux s'élèvent vers le ciel pour commémorer la tragédie des tours jumelles. Les activistes ont noté une grande concentration d'oiseaux piégés par ce monument de lumière. Ils ont travaillé avec le mémorial pour établir un nouveau plan d'éclairage qui permet de cohabiter avec la nature. Our role in this is that we are out there monitoring. We have people like sitting on their backs with binoculars looking up in the lights. And when there gets to be a certain density of birds, because they'll start colliding with one another because they're so attracted to it, that we have to actually tell them to turn it off for about 20 minutes and let all those birds dissipate and move on. Kevin Burgio espère que cette réussite aidera à sensibiliser le grand public. Car commencer à diminuer la pollution lumineuse peut parfois être aussi simple que d'appuyer sur un bouton. I mean, the simplest solution is just turn off the lights, right? It's simple, it saves buildings money. La durée d'éclairement, c'est la mesure la plus simple, avec le moins de coûts et qui a un effet immédiat. Vous réduisez la pollution lumineuse immédiatement, vous réduisez votre consommation énergétique et vous faites d'énormes économies budgétaires. Dans les mégalopoles, comme dans les campagnes, on ne peut pas toujours éteindre toute la lumière. Mais il est possible d'éclairer mieux. Dans la réserve de ciel étoilé des Pyrénées, la révolution est déjà en marche. Le syndicat départemental d'énergie s'est engagé à une rénovation de l'éclairage public pour 200 des 250 communes qui composent la réserve. Et ce changement est bienvenu.
Les éclairages d'avant dataient de 40 à 50 ans, donc on était sur des technologies où on n'avait pas ce souci de réduire l'éclairage, parce que justement, quand on éclairait, c'était pour être visible. Et c'était une fierté des villages d'avoir de la lumière, et donc on éclairait partout. On éclairait les façades, on éclairait le ciel, on éclairait... Voilà. Donc l'idée, c'était plutôt d'être vu, finalement, que de voir. Aujourd'hui, les villes et villages de la région sont prêts à repenser entièrement leur plan d'éclairage. C'est toujours le projet de la commune. On travaille avec eux pour savoir les endroits qu'il faut un peu plus éclairer, les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir. Donc on essaye vraiment de caler l'éclairage sur vraiment les besoins, les usages. On évolue vers des technologies LED qui, elles, nous offrent la possibilité d'avoir une maîtrise complète, à la fois des flux, des températures, des couleurs et des intensités. On essaye d'avoir de la gestion dynamique de l'éclairage, c'est-à-dire on réduit l'éclairage en deuxième partie de nuit, voire on l'éteint. Donc l'idée, c'est de se caler sur les usages de la voirie. S'il n'y a personne, ce n'est pas la peine d'éclairer. S'il y a moins de personnes, on éclaire moins. So any light that we use outdoors contributes towards light pollution, but of course some cases have much more danger than others. So for example, if you have a light that is unshielded and shines in all directions, then it will make the sky a lot brighter than if the same amount of light were shining downwards onto the ground. En ajoutant un toit ou un panneau réflecteur, la lumière se dirigera vers les humains et rendra nos étoiles visibles à nouveau. Dans le village d'Olon, au pied du pic du Midi, Jean-Bertrand Dubarry a appliqué ses conseils et entièrement repensé les éclairages de sa commune. Les lampes au sodium ont été remplacées par de nouveaux lampadaires orientés vers le sol. Olon travaille sur son environnement depuis de nombreuses années et en particulier, on a choisi d'avoir une action autour de l'éclairage public. L'idée étant de réduire la pollution lumineuse pour permettre à la fois des observations au pic du Midi du Bigorre, mais également pour le confort de nos concitoyens. Ça aboutit au remplacement de l'ensemble de nos lampes avec une technologie qui, elle, est beaucoup moins polluante. Donc notre facture d'énergie a diminué. Nous sommes aperçus que nous avions diminué la pollution lumineuse de presque 85%. Alors au début, il y a eu quelques personnes qui étaient un peu inquiètes parce que le noir, ou du moins moins de lumière, inquiète toujours pour la vie quotidienne. On a eu peur du retour des sorcières, peut-être. Mais rapidement, on s'est aperçu que, tout le monde s'est aperçu qu'on avait un confort visuel qui était équivalent à celui que nous avions autrefois. Et surtout, la mise en valeur de notre patrimoine qui est complètement différente. On peut vivre avec un peu moins encore d'éclairage. Je pense que c'est un vecteur d'avenir, que cette réduction, sans pour autant compliquer la vie de nos concitoyens, parce que c'est la base un peu de notre travail d'élu. Les efforts des villes et villages comme Olon participent au retour de la nuit. Mais seul un mouvement global pour changer nos lois autour du monde nous permettra de retrouver durablement notre ciel. Dans notre action nationale, en fait, on mène vraiment un travail énorme de lobby, d'influence vers le Parlement, le gouvernement, pour faire entrer cette notion de pollution lumineuse dans les textes. Elle n'a pas réussi à être installée de manière internationale. Nous l'avons fait inscrire dans une loi en France. The Bureau of Street Lighting in Los Angeles actually has a pretty good record. Over 20 years ago, they developed the sense that they needed to do something about street lighting. And I watched over the years as areas of the city, as far as the streets were concerned, seemed to get darker. But at the same time, people like to advertise, people like to promote. And so you find all kinds of other light sources at night that are far beyond street lighting. It's hard to imagine them diminishing. Et un nouvel acteur économique menace notre ciel depuis l'espace. L'entreprise SpaceX teste actuellement son projet de méga-constellation Starlink, un réseau Internet ultra rapide. Pour ce nouveau projet, on compte déjà plus de 1700 satellites en orbite basse. Et ce n'est qu'un début. En comptant les réseaux concurrents, d'ici 10 ans, il pourrait y avoir plus de 50 000 satellites dans le ciel. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme, car si rien n'est fait, cette nouvelle pollution venue du ciel pourrait masquer notre vue des étoiles de façon irrémédiable. If you look up at the night sky now,
and you go out at night and just look up, you'll see tracks moving across the sky. You'll maybe see a handful of these things an hour. If the satellite constellations that are planned go ahead, then you'll be seeing perhaps hundreds of these things an hour. And in a dark site, this will be particularly noticeable. Astronomy can handle a few, but when there are tens of thousands of these things, it becomes increasingly impossible to do that, and all of our observations are affected. But more than that, all of humanity is affected. I think with the satellites, just as with the individual light sources on the ground, we always have to ask ourselves, is this really necessary, right? There are things that you could do if you use this light or if you put up that satellite, but is that worth the consequences that it might have? 10 years ago, satellite constellations felt like science fiction. So I feel this very strongly, this is something that we need to really think about what we're doing before we go ahead and do it. Le combat contre la pollution lumineuse continue sur Terre, au cœur des réserves de ciel étoilé. Le Pic du Midi est un lieu ouvert chaque jour au grand public. Les astronomes peuvent continuer leurs travaux dans cet espace protégé et ainsi partager les enjeux de leur métier avec touristes et étudiants. Venir à l'observatoire, ça permet de passer de la théorie qu'ils apprennent en pleine à l'université à l'aspect pratique. Comment est-ce qu'on peut faire parler un peu la lumière qui nous parvient des étoiles? Le principal travail, c'est de changer les représentations de chacun pour qu'on comprenne que l'obscurité a quelque chose de positif et que la réduction de la lumière est extrêmement bénéfique. Mais si les esprits n'ont pas été convaincus, on aura vaincu à court terme la pollution lumineuse, mais on n'aura pas convaincu à long terme. Un éclairage, moi je l'éteins, c'est réglé, la pollution lumineuse n'est plus là. Sauf que demain, on vient me le rallumer. Et l'important, c'était vraiment de convaincre qu'on n'était pas là pour revenir en arrière, retourner à un état de l'âge de pierre, et qu'on était là pour justement recréer un lien et de ne pas, surtout pas, restreindre la qualité de vie. De dire qu'aujourd'hui, la qualité de vie d'un humain moderne, c'est peut-être justement d'avoir ce privilège de retrouver l'accès au ciel étoilé. L'observatoire Griffith a d'abord été construit pour les habitants de Los Angeles, dans l'espoir de les ramener vers le ciel. Depuis son ouverture en 1935, il est le plus fréquenté au monde. Colonel Griffith said, if all mankind could look through that telescope, it would change the world. People who do rediscover the night sky kind of become converts. It's something they don't want to lose. There are, of course, public observatories all around the Earth. There are planetaria all around the Earth. They all are engaged in helping in that role. That messaging is never ending. Are we ever going to be able to say, well, we're done saving the ocean? No, we're always going to have to be working at that and saving the forests and saving those things that are valuable to us. You can share the message, and the message here is preserving the night sky like all other elements of nature, like a lake, like a national park, a mountain. Night sky is also important to preserve. It's critical to many species. The more I share, the more I can spread this message. No, it's perfectly fine. And is that the correct color? Yes. And on these places where people come, those especially the beginners who have not been to dark sky locations before, they could not believe their eyes. They saw it in the pictures, but always had in mind that this is a Milky Way that only a camera can capture, not your eyes can see. Le ciel étoilé n'est pas réservé aux zones reculées. Même en plein cœur de la ville, on peut éteindre la lumière et lever les yeux vers notre Lune et nos planètes. Ah, je vois une étoile. I think if I could turn off the lights of the city of Los Angeles entirely for one night, that would, after a period of time, I think, provide enough people with an experience to say, well, what can we do about this? Pendant 1 heure par an, la Fondation WWF débranche nos monuments de lumière pour allumer notre ciel. Ce temps fort marque les esprits avec l'espoir que peut-être nos yeux se retournent durablement vers la nuit.
there's the possibility that lighting will get better in our communities, in wealthy places, in the next couple decades. It would be really nice, I think, for the environmental movement to have a real win. That would make us maybe a little bit more hopeful about solving some of the other environmental problems we have. Il faut, je pense, concrètement faire l'expérience de ce qu'est une interaction avec le ciel étoilé. De s'allonger par terre, de regarder les étoiles et de ressentir cette sensation de chute vers le haut. De sentir qu'on est vraiment sur le vaisseau Terre, petit humain embarqué sur une planète dans le cosmos et que d'un coup on est absorbé par le ciel. Et de vivre cette expérience et d'en saisir la richesse et la profondeur, c'est déjà le premier pas qui permet de comprendre pourquoi il est excessivement important de réduire la lumière. Ou en tout cas de faire attention de ne pas éclairer juste pour chasser la nuit.